Oui, cette prolifération des groupes armés a de liens avec l'exploitation des ressources minières. Mais pas seulement les ressources minières. Parce que les États prédateurs tels que le Rwanda, ce n'est pas caché, qui est à la tête de la prédation. Il y a aussi d'autres États, et peut-être des puissances étrangères, mais c'est l'État qui s'affiche, qui fait la tête d'affiche, c'est vraiment le Rwanda, qui ne cache plus ses griffes. Eh bien, ils sont là pour le pillage de plusieurs ressources. Il n'y a pas que les ressources minières. Nous avons les groupes armés que nous devons d'abord typifier. Nous avons les groupes armés étrangers et nous avons les groupes armés nationaux. Les groupes armés étrangers sont les groupes qui sont venus en bande armée. Vous prenez par exemple le FDLR, qui sont venus à l'époque, on les appelait les Interahamwe. Ils sont arrivés au Congo, ils ont mis sur pied l'appellation FDLR. Mais ils existaient déjà comme bande armée. Donc c'est vraiment une bande armée étrangère. Parmi les groupes armés que nous pouvons attribuer, n'est-ce pas, à la puissance étrangère ou à un pays étranger, nous avons aussi un autre type de groupes armés créés au Congo, mais commandés par des étrangers et pour des intérêts étrangers. Vous avez le cas, par exemple, du RCD Goma. Le RCD Goma, là où il y avait certains étrangers qui occupaient des postes clés dans le mouvement. Vous avez le groupes armés comme le CNDP, où d'ailleurs, vous avez ceux qui commandaient vraiment, qui étaient à la tête du commandement de la branche armée, tels que Bosco Taganda, Kunda Batware. À un moment donné, Kunda rentre au Rwanda. Quand on veut mettre la main sur lui, il fuit au Rwanda. On demande que le Rwanda rapatrie le Kunda Batware. Et Kunda Batware qui se dit, je suis Rwandais. Et le Rwanda qui dit, nous ne pouvons pas le rapatrier. Alors que par ailleurs, on nous dit qu'il est congolais. Vous avez quelqu'un comme Bosco Taganda qui arrive à la CPI et qui se dit, non, je n'ai jamais été congolais. Et lorsque vous rentrez dans les annales de l'armée rwandaise, vous trouvez réellement que Kunda Batware a été un soldat rwandais. Partout dans le monde entier, sauf la légion étrangère, ce qu'on appelle la légion étrangère en France ou dans d'autres pays, l'armée nationale, on ne recrute pas les étrangers. Quand il y a ce qu'on appelle la légion étrangère, on recrute un étranger et on sait comment les contrôler. Il est placé sous un régime différent du régime de toutes les autres troupes militaires de ce pays-là. Mais au Congo, Kunda et Bosco Taganda ne se sont pas retrouvés dans la légion étrangère, non. Ils étaient vraiment dans l'armée, ils avaient la possibilité d'accéder à tous les secrets de l'armée, et ce qui est bizarre, ils ont même atteint des grades les plus élevés de l'armée. Donc parmi les plus élevés, c'est-à-dire, ils sont devenus des généraux, ils sont nommés des généraux de l'armée. C'est pareil avec Makenga. Si vous rentrez au Rwanda, vous allez trouver qu'il a été formé là-bas. Et beaucoup d'autres. Et pourquoi pas Joseph Kabila, qui a été aussi dans l'armée rwandaise. Alors, lorsque des gens comme ça entrent au Congo, et ils se disent, nous nous retrouvons dans tel village ou telle localité congolaise, et aujourd'hui nous prenons la décision de créer tel groupe armé. Bon, c'est un groupe d'obédience rwandaise, commandé par des Rwandais, pour les intérêts rwandais. Ça, c'est une autre catégorie
de groupes armés. Nous avons des groupes armés créés par des Congolais et constitués des Congolais. Mais des Congolais pillots du Rwanda, qui sont de l'obédience du Rwanda. Et tous s'appellent des Maï-Maï. La plupart de ces gens-là, ils s'appellent des Maï-Maï. Vous avez également de groupes armés constitués par des infiltrés qui sont des Congolais, qui se disent des Congolais, mais qui sont là uniquement, par exemple, pour protéger la fraude, la magouille et le pillage. Je vais vous donner un cas. Le cas de Nyatura, par exemple. Dans le Massissi, on exploite beaucoup de minéraux. D'autres pierres précieuses. De très grandes valeurs dans le Massissi. Mais vous ne pouvez pas mettre, même la police, si vous n'êtes pas enfant de là, ou de leur obédience, vous ne pouvez pas faire 48 heures. Vous allez mourir là-bas. Ils contrôlent. Et ils sécurisent disons, la fraude. La fraude qui passe par le lac Kivu, à grande partie. Les pirogues là, entre Goma et Bukavu, partout là-bas, c'est un grand couloir de tous les minéraux qui passent. Vous avez également les groupes armés créés par des Congolais qui n'ont aucun contact, aucun rapport avec le Rwanda. Mais ceux-là, ils sont très moins nombreux. Ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Ils sont très moins nombreux. Et je ne sais pas s'ils peuvent même atteindre le 10% de groupes armés. Je ne crois pas. Kipili à l'est. Donc, c'est pour dire tout simplement que la question des groupes armés est très complexe. Très complexe. Qu'est-ce que le Rwanda vise au Congo? Ce n'est pas seulement l'aspect minier. Le Congo, le Rwanda est en train de jouer la carte géopolitique. Le Rwanda a besoin d'étendre son influence et de maintenir son influence sur le Congo. Et pourquoi essentiellement le parc de Virunga? C'est là où il y a les groupes armés et consorts. Parce que le parc de Virunga représente ce que nous appelons le sanctuaire pour les groupes armés. Tout groupe armé qui veut commencer a besoin de la logistique. Mais dans le parc, vous avez tout. Il y a la nourriture est là, la chair est là, hein, le gibier. Ça devient comme un grenier. Oui, il y a le poisson, les rivières très poissonneuses. Et vous pouvez trouver du miel là-bas. Vous avez le bois pour cuire. Et vous avez aussi l'argent. Les gens qui traversent le parc, vous pouvez les kidnapper là-bas, les cacher dans le parc. Et vous avez la liquidité. Toujours le même parc là. Vous avez la possibilité, dans le parc, de prendre des espèces protégées et les trafiquer jusque dans le pays, disons, limitrophes, tels que les bébés de léopards, de lions et consorts. Le même parc. Donc, c'est un endroit, c'est un sanctuaire où les groupes armés se trouvent à l'aise pour la gestation, la maturation, le financement, hein, et même le renforcement de leur rang. Dans le parc, ils ont tout. Et pourquoi ils choisissent les parcs? C'est parce que nous sommes là. Nous n'avons pas un État fort, un État capable d'assurer un contrôle effectif sur tout le territoire congolais. Dans une de mes conférences à l'université de Lukanga notamment, j'ai dû parler disons, de la problématique de l'utilité du parc national du Virunga par rapport à la souveraineté congolaise. C'est-à-dire, le parc, la situation géographique du parc national du Virunga, c'est parmi les facteurs nocifs qui font que le Congo souffre davantage, n'est-ce pas, de l'influence ou de troubles ou des agressions à partir du Rwanda. Pourquoi cela? Parce que le parc partage avec le Rwanda et l'Ouganda, nous partageons environ 300 km.
Alors, sur toute la limite là, dans des pays qui sont forts, on devrait avoir des unités très fortes. Donc personne ne pouvait traverser la brousse et entrer au Congo n'importe comment. Or, le paradoxe en est que le parc national de Virunga a été créé le premier, et ces deux pays ici, ces deux petits pays, se sont arrangés, comme ils ont vu qu'il y avait une grande richesse faunique et florique au Congo, pour bénéficier de nos animaux là. Ils ont créé aussi des parcs chez eux. Comme le parc arrive jusqu'à la frontière, ils ont créé des parcs chez eux. C'est comme ça que vous avez les parcs, par exemple le parc du volcan et les autres parcs. En Ouganda, c'est la même chose, le parc du Rwenzori et autres. Alors, les animaux traversent, parce que les animaux ne connaissent pas les frontières, les limites frontalières entre les États, ou transfrontaliers. Ils quittent l'État congolais, ils traversent facilement chez eux. Et actuellement, ce n'est plus la limite là, hein, dont je parle là, la connexité entre les deux parcs, ne sert pas seulement de couloir pour les animaux, mais ça sert de couloir pour l'armée rwandaise et même les groupes armés. Quand ils traversent, qui contrôle le parc? À chaque bout d'un pas, personne. Nous n'avons pas la capacité de contrôler tout ça. Donc, ils entrent, ils quittent le Rwanda à travers le parc. Et l'État rwandais qui a la possibilité, qui contrôle vraiment effectivement ses frontières et le parc, il facilite l'entrée des groupes armés. Quand on veut recruter, on recrute là-bas. Quand il y a la logistique, ça passe par là. Donc, le parc national de Virunga, c'est parmi les facteurs de vraiment qui favorisent au Rwanda de faire tout ce qu'il est en train de faire. Alors j'ai même proposé pendant ma conférence là qu'il fallait désaffecter une partie de ce parc là. Donc nous désaffectons, c'est-à-dire nous déclarons une partie du parc, la partie qui est proche ou qui longe la frontière, nous la déclarons désaffectée par une procédure légale. La loi a prévu ce mécanisme-là de désaffectation. On y crée des villes à la frontière. C'est la première possibilité, notamment avec le Rwanda, la frontière avec le Rwanda. Vous voyez Bunagana? Oui. Bunagana est comme ça, à la frontière avec le Rwanda. Bon, toutes les montagnes que vous avez là, vous longez Kibumba, vous avez Chanzu, vous arrivez Kibati jusqu'à Goma là-bas. C'est vraiment à la frontière. Alors, si on peut éloigner, n'est-ce pas, le parc de la frontière, nous aurons gagné. Parce que là, nous aurons au moins les unités de la police, nous aurons l'autorité politico-administrative qui peut être installée là-bas et qui va aider à assurer la sécurité. Il peut donner les rapports, dire non, ici chez moi, à telle heure, j'ai vu les gens passer. Ou il peut dire par exemple la nuit, bon, la nuit, je ne veux pas que les gens traversent ici. Mais comme le parc là, et avec sa grandeur et l'état que présente le Congo, c'est une catastrophe, c'est un défi majeur. Et donc, il y a un peu de tout ça qui favorise à ce que les groupes armés pillent l'île. Et la plus grande partie, la majeure partie de ces groupes armés-là sont de l'obédience du Rwanda. Est-ce que le Rwanda ne vise que les minéraux? Nous disons non. Le Rwanda ne vise pas que les minéraux. Il y a beaucoup de ressources au Congo. Le Rwanda a besoin de déverser une bonne partie de sa population au Congo. Parce que l'espace qu'il a, du territoire, n'est pas suffisant pour tout le monde. Et comment le faire? Il faut le faire par la violence. Implanter ces hommes par la force. Il va les implanter où? Parce que tout le territoire est occupé. Dans chaque localité, vous avez les terriens, les chefs coutumiers et consorts. Bon, et il faut éliminer les gens, il faut créer des massacres, il faut créer des conflits armés. Plus l'armée est débordée, ils ont la même mise sur les institutions, ils ont réussi à infiltrer leurs gens à travers le mécanisme de brassage, le mécanisme de mixage et autres. Eh bien, le Rwanda continue à obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire beaucoup de ressources. Le sol lui-même, c'est une ressource que le Rwanda recherche. Il n'y a pas que les minéraux. Les gens voient seulement les minéraux. Il n'y a pas que les minéraux. Ils veulent l'occuper ici.
Le Rwanda fait tout pour étendre son influence, non seulement sur le Nord Kivu, mais jusqu'à Kinshasa. Contrôler le président qui sera là. Et il faut que ce président la fasse sa volonté. Et aucune mesure ne doit être prise contre ou en défaveur des intérêts diaboliques du Rwanda. Il y a un peu de tout ça. Alors, si on voit tout ça, le Rwanda qui jusque-là a une certaine mainmise sur nos ressources et on n'a rien d'autre à faire, ou on peut avoir certains mécanismes dont on peut faire usage pour réclamer à ce que le Rwanda rende compte, parce que la plupart du temps, entre ses exportations et sa production nationale, il y a une très grande différence. Comment la RDC peut, quel mécanisme peut utiliser la RDC pour exiger à ces pays de rendre des comptes, ou même l'Ouganda avec l'exportation du bois et consorts et des bois? Tous les mécanismes sous-régionaux, régionaux et internationaux ont échoué, ont failli jusqu'aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on soigne quelqu'un, le médecin est conscient qu'il compte sur quelque chose dans l'organisme du malade, c'est-à-dire les globules blancs. Il faut que l'organisme soit à même de répondre au traitement. Si l'organisme n'est pas prêt à répondre au traitement, le traitement est inutile. Le médecin perd son temps. C'est pareil avec le Congo. Si nous voulons mettre fin au pillage, nous voulons mettre fin à cette influence étrangère, aux agressions, au génocide qui est en train de se mener chez nous, sous le grand silence de tous les États de la sous-région, de la région et même sur l'espace international. Le président de la République est passé sur, n'est-ce pas, au micro de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a parlé il a évoqué l'agression du Congo par le Rwanda. Est-ce qu'il y a, dans les résolutions, on a condamné le Rwanda? Non. Personne. Au niveau de SADC, est-ce qu'on a condamné le Rwanda? Non. Donc, tout cela se fait pourquoi? Parce que on a affaire, quand vous avez quelqu'un qui est déjà mort, le greffier, le personnel soignant refuse de le traiter. Il n'y a plus rien. Nous n'allons plus perdre notre temps à soigner. La personne est déjà décédée. Donc le Congo, dans l'échiquier international, ne présente pas les signes de viabilité, les signes de vie. Ça, c'est politiquement parlant. C'est-à-dire, nous devons d'abord atteindre ce stade-là pour que nous puissions être à même de mettre fin à ce genre d'agression et consorts. Comment y parvenir? Le Rwanda a réussi à infiltrer notre armée jusqu'à la moelle épinière. Avant même qu'on parle de brassage et consorts, avant que Mouzé Kabila ne vienne, c'est un processus qui a commencé à l'époque de Mobutu. Ils ont essayé de faire ces histoires-là. Ils ont même réussi à atteindre le bureau du président de la République, à l'époque Mobutu Sese Kungendo Zabanga. Mais Mobutu essayait tant soit peu de se battre contre ce phénomène-là, jusqu'à ce que Mouzé Kabila vienne. Alors c'est Mouzé Kabila qui a ouvert grandement le portail à tout le mal, ou à tous les maux si vous voulez, en important les démons jusqu'au pays. Et parmi ces démons, parmi les grands démons de cette troupe-là qui était venue, il y a un certain James Kabarebe qui a été élevé, qui a été fait, je crois... Le numéro 1 de l'armée. Oui, le numéro 1 de l'armée. L'armée, ce sont les secrets. Les secrets militaires, ça ne s'expose pas aux étrangers. Ils ont eu l'occasion d'emporter même toutes les bibliothèques, les archives de l'armée. Et ils ont vu dans quelle mesure ils peuvent infiltrer notre armée jusqu'à aujourd'hui. Donc, si nous voulons être forts et nous voulons mettre fin à toutes ces situations, la première des choses, c'est de faire construire d'abord ce que j'appelais moi le mur de soutènement, hein, qui va nous permettre
d'opérer maintenant l'assainissement de l'armée. Donc, la mesure conservatoire ou la mesure transitoire que nous devons mettre sur pied, le temps d'assainir notre armée, elle est prévue par la Constitution, l'article 63. Les gens, on nous oblige, nous, population. Bon, c'est un langage politique. On dit tout le temps qu'il faut avoir confiance à l'armée. C'est bien bon. Nous n'avons jamais dit que nous n'avons pas confiance à l'armée, nous n'aimons pas notre armée. Nous aimons notre armée. Mais les gens qui constituent cette armée-là, les gens qui occupent des postes stratégiques dans l'armée, ils font tout pour que les vrais patriotes congolais qui se trouvent dans l'armée meurent et ne réussissent pas à protéger leur pays. Ils sont infiltrés et n'est-ce pas, ils espionnent l'armée à partir du dedans et ils trafiquent, n'est-ce pas, tous les secrets qui sont là. Et je suis content aujourd'hui que le président actuel ait compris que réellement l'armée, ce n'est pas une armée sur laquelle on pouvait compter pour protéger le pays tant qu'elle ne sera pas nettoyée. On vient de mettre la main sur certains officiers. Et ce n'est pas tout. Au sein de la sécurité, l'Agence nationale de renseignement, mais il y a des gens qui travaillent, il n'y a aucun secret qui est gardé. Non, qui peut demeurer sans être filtré et parvenir au Rwanda. Le Rwanda contrôle tout. Donc, pour que nous puissions arriver à empêcher au Rwanda de continuer à blaguer avec nous, de se jouer de nous, la première des choses, il faut qu'on puisse mettre en exécution l'article 103. C'est là où se trouve toute la solution. C'est la solution magique. D'ailleurs, j'ai toujours salué le génie des constituants. Les gens qui avaient, même si nous avons voté par référendum, la constitution en question, mais les gens qui ont initié, qui ont conçu l'article là, j'ai toujours salué leur génie. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on peut faire, si on a réussi à tuer les grands patriotes au sein de l'armée, on les empoisonne, ils meurent. On a réussi à corrompre et à manipuler pas mal d'officiers généraux et peut-être officiers supérieurs, subalternes et consorts. Mais on ne peut pas manipuler le peuple. Donc il faut faire comme les autres États. Si vous arrivez en Chine et ailleurs, dans beaucoup d'États du monde, la population civile a le droit d'apprendre l'arme, le maniement de l'arme. C'est l'art que moi j'appelle, ou qu'on appelle souvent le paramilitaire. On forme la population selon les classes, les journalistes, on les forme, les enseignants, on les forme, les étudiants, ils sont formés. On ne vous donne pas l'arme. On vous apprend seulement à vous servir de l'arme en cas de besoin. On vous apprend à aimer votre pays. Un peu de patriotisme, de civisme, et tout ça. Vous avez une bonne dose de patriotisme. Vous pouvez vaquer à votre travail et vous gardez votre statut de civil. Les jours où l'armée se sent débordée par une menace étrangère, l'armée peut recourir, l'unité militaire peut recourir à la population locale, là où elle se trouve. La formation, là, nous avons besoin qu'elle se fasse partout sur toute l'étendue de la République. En Équateur et partout. Hier, on parlait de l'Est. Voilà que Bandundu, tout ça, on commence à détecter et même à mettre la main sur des intrus. Et les intrus d'obédience toujours rwandaise. C'est-à-dire toute la population a besoin d'être formée à cela. Et comme l'ennemi aura difficile à manipuler, à corrompre toute la population congolaise, les 100 millions d'habitants, nous aurons c'est la seule possibilité que nous pouvons avoir de garder notre sécurité le temps qu'on réforme l'armée. On va réformer l'armée comment? Il faut mettre sur pied une loi qui criminalise toute infiltration d'étrangers, je dis bien d'étrangers, au sein de notre armée. Faire les enquêtes par les services secrets. Si on découvre que quelqu'un a commencé, il est de parents étrangers. Il est venu au Congo alors qu'il était étranger. Et qu'il s'est retrouvé dans l'armée.
que cela soit passible de mort. Oui. C'est pas trop... Non, mais l'espionnage, l'espionnage partout dans le monde entier, on t'attrape, c'est de l'espionnage. Vous êtes un espion. Vous n'avez pas votre place. Toutes les lois de la République disent que dans des métiers comme ça, dans des secteurs comme ça, on ne peut pas retrouver un étranger. La première des conditions, il faut être congolais. Les autres conditions viennent toujours après. La première condition, être de nationalité congolaise. Deuxième condition, troisième condition. Ça suit. Alors, des gens comme ça, il faut les châtier de manière très exemplaire. C'est pourquoi le chef de l'État et les parlementaires devraient lever la mesure du moratoire, hein, contre la peine de mort. La peine de mort demeure au Congo, mais on ne l'applique pas. Elle est en suspens. Pourquoi? Alors qu'il y a des massacres, il y a le Naru, les consorts, on les attrape et ils sont déclarés coupables par la justice. On les garde pourquoi? Alors moi je crois que avec ça, il y aura beaucoup d'intrus qui vont fuir le pays d'eux-mêmes. Ils vont quitter l'armée. Le matin, vous allez vous réveiller, vous allez apprendre qu'il y a un général qui se trouve au Rwanda. Il y a un colonel qui a fui. Dans la sécurité, vous allez apprendre qu'il y a un REDOC, un directeur régional ou provincial de renseignement qui a pris fuite. Et cela va nous aider à faire le premier pas de toilettage de l'armée et de la police. Ça, c'est de 1. De 2, il va falloir commencer à éliminer ces gens-là, hein, selon l'âge et l'année disons, l'année qu'on a passée, le nombre d'années qu'on a passé dans la carrière militaire. Comme ça, on élimine tous ces déchets-là. Les intrus vont se retrouver dans ces lots-là, vont se retrouver à la retraite. Alors, apprenant de telles mesures, je crois que nous pourrons sauver notre République. Alors, le Rwanda profite. Quand vous dormez, vous laissez les fenêtres ouvertes, qu'est-ce que vous voulez? Même celui qui n'est pas voleur, qui n'est pas expert voleur, il peut me dire, il peut entrer. Je peux juste récupérer ça. Je récupère ceci, je passe, je ne suis même pas voleur, il n'est pas voleur de profession. Donc, le Congo, toutes les fenêtres sont ouvertes. Alors, il faut faire ce qu'on appelle l'élimination des facteurs favorisant l'agression du Congo. Les facteurs là, ils sont nombreux. Alors, tant que nous allons les laisser là, nous n'allons pas commencer à les éliminer un à un, eh bien, le Congo sera toujours fragilisé.